Différents courants astrologiques depuis 1976. Astrologie traditionnelle, spiritualiste, astropsychologie jungienne, astrogémaniste, c'est-à-dire c'est les techniques. C'est bien. Parallèlement, elle a mené des formations universitaires privées en psychologie et psychanalyse, associées à une démarche psychanalytique freudienne reliée à la somatothérapie. Depuis 1990, elle se spécialise dans les transmissions et les relations familiales, d'abord en astrologie, puis à travers le décodage de l'archéologie. Elle a développé les astroconstellations, approche énergétique et visuelle astral. Et depuis 1993, elle travaille l'astrologie et le langage corporel, puis le décodage biologique relié à l'astrologie. Donc maintenant, Adriane va nous parler des étapes de développement de l'enfant par la symbolique astrologique. Alors, donc, je vais vous présenter les étapes du développement comportemental et psychologique de l'enfant à travers surtout deux auteurs, à travers Freud. Puisque Freud a mis en place toute une théorie sur ce qu'on appelle les stades psychosexuels. C'est-à-dire que Freud avait des patients qui étaient sous hypnose et il s'est rendu compte que ces patients remontaient à des souvenirs de l'enfance. Et donc ça l'a interpellé et c'est suite à ça qu'il a développé toute cette théorie de tous ces stades de développement de l'enfant. Et dans cette mouvance d'intérêt pour ce qu'est l'enfant, puisque au niveau historique, pendant longtemps, l'enfant n'existait pas. Il y avait jusqu'à 6 ans, l'enfant était avec sa mère, et puis après, par imitation des adultes, il rentrait dans le monde du travail, mais il n'y avait pas vraiment d'enfance. Donc Freud d'une part, et Piaget d'autre part, Piaget qui est un éducateur, psychologue suisse, et qui lui a travaillé sur tout le développement de l'intelligence, et a trouvé aussi qu'il y avait des phases dans ce développement. Donc ces phases de développement, tant au niveau comportemental qu'au niveau psychologique, je vais les mettre en lien avec le déroulement des signes du zodiaque et des maisons astrologiques. Puisqu'en fait, il y a des âges différents, mais la façon dont le développement se fait, on retrouve des choses identiques. Donc on va commencer par l'ascendant. L'ascendant et la maison 1. Alors l'ascendant, c'est le départ. C'est une nouvelle maison, c'est le début d'un cycle, c'est aussi la jonction entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que toutes les planètes qui sont en maison 1 vont progressivement atteindre le lever du jour qui est représenté par l'ascendant. Donc on voit déjà que c'est une transition, que c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Tout comme la naissance, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est la naissance, on dit une rupture avec les eaux primordiales. Les eaux primordiales, on peut penser justement à tout le monde poisson. Et on parle aussi de l'expulsion de la naissance. Alors expulsion, moi je le relie au bélier, puisqu'en fait, le bélier, c'est le moment de l'année où les bourgeons explosent, où les fleurs sortent de terre et ne savent pas ce qu'elles vont trouver, mais il faut y aller. Peut-être qu'il y a encore une gelée qui va suivre, mais voilà, c'est comme ce courage du futur dont parlait Rudyard, pour lui c'était le Tao du bélier, et ce courage d'aller de l'avant, comme ce bébé qui naît, et qui ne sait pas ce qu'il va trouver. Il était bien au chaud, en tout cas, dans cette matrice originelle, et il faut sortir, découvrir un monde nouveau, aller vers une séparation. Donc, on arrive vraiment à faire le lien avec ce mode bélier. D'autre part, par rapport à la maison 1, la maison 1 nous parle des conditions de la naissance. Et on sait que la façon dont se déroule la naissance est un processus qu'on peut après répéter pendant toute notre vie. Parce que la façon dont ça s'est déroulé, du style je suis née en retard, et toute ma vie je vais être en retard.
où je suis née avec le cordon ombilical autour du cou et je vais avoir du mal à prendre des décisions, aussi bien à avancer qu'à reculer, parce que je suis immobilisée, puisque si je recule c'est la mort, si j'avance c'est la mort aussi. Et donc cette première expérience est vraiment porteuse de comment je vais après m'insérer dans la vie et m'orienter dans la vie. Et les planètes en maison 1 nous renseignent sur cette expérience-là. Donc cette naissance, c'est aussi le cordon ombilical qui est coupé. Donc c'est une première autonomisation. Et en fait, quand je dis une première, parce que le bébé, on le sait, est encore complètement dépendant de la mère. Notamment le bébé humain, qui a besoin absolument d'être encore avec ses parents parce que il est sinon destiné à mourir, il ne peut pas tout vivre tout seul par lui-même. Donc c'est ce qui se profile, c'est une différenciation, c'est une autonomie, mais qui va intervenir sur un cycle suivant. Parce que bon, il y a un premier déroulement au niveau des maisons, et tout comme les planètes en transit, du moins avant Uranus, et ben, elles vont faire un premier tour, un deuxième tour, et ces cycles, c'est à chaque fois des développements ultérieurs. Donc c'est un cheminement qui va se jouer là par rapport à quelque chose qui est indifférencié, le bébé qui est complètement en fusion avec sa mère, qui ne sait même pas qu'il est une entité différente de sa mère. Donc cette différenciation vers quelque chose de particulier. Alors, ce bébé donc est projeté dans un univers qui est complètement nouveau pour lui, tout comme au bélier, premier signe du printemps, eh ben, c'est une nouvelle année qui démarre. Et à l'époque, le nouvel an était au moment du début du bélier. Donc c'est vraiment là que la vie redémarre, que quelque chose de nouveau démarre. Et démarre, comme je disais avant, sans trop savoir ce que ça va donner. Puisqu'en fait, le bélier, sa façon de fonctionner, c'est j'y vais et je verrai bien ce que ça donne. C'est cette qualité de foncer, d'entreprendre, de ne pas réfléchir sans 6 ans, sans quoi peut-être les choses ne se feraient jamais. Donc aussi ce lien avec ce bébé qui sort et il ne sait pas ce qu'il va trouver. Une énergie sans forme. Pardon ? Une énergie sans forme. Sans forme, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Donc c'est un jaillissement qui est fulgurant, aussi bien ce bébé qui sort que tout ce développement par rapport au bélier, il n'y a pas d'anticipation. Et ce qui anime les deux, aussi bien cet enfant qui naît que le bélier, c'est vraiment le moment présent. Donc, par rapport au stade psychologique, il n'a pas été défini clairement par Freud, mais c'est le premier stade. Et qui, comme dit, va être porteur de tous nos comportements ultérieurs, de nos angoisses, de nos facilités aussi. Alors, une fois que ce bébé est né, après, de quoi est-ce qu'il a besoin ? Et on passe dans la maison 2 et le taureau. Et la maison 2 va nous parler de l'alimentation. Donc le bébé, une fois qu'il est né, il a besoin d'être alimenté. Il a besoin de manger. Il a besoin pas seulement de manger, parce qu'on sait qu'en fait, si on lui donne juste à manger, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il a besoin pour survivre, pour vivre même et se développer, mais si on ne s'occupe pas de lui, si on ne lui parle pas, si on ne le touche pas, et bien ce bébé, il s'étiole, il peut même aller jusqu'à mourir. Donc il a aussi besoin d'être touché, d'être câliné, d'être caressé. Et là, on y vient sur ces 5 sens du taureau.
donc sur l'éveil des sens. Et ce nourrisson est occupé aussi par les sensations. Il prend plaisir à téter, il sent la chaleur de sa mère s'il est allaité au sein, il ressent le chaud, le froid, donc à nouveau ce lien avec le toucher, l'odeur, tous ces sens taureaux, la douceur de la peau. Et là, par rapport au stade freudien, toutes ces satisfactions orales, c'est en fait le stade oral. Donc le stade oral que Freud situe de 0 à 1 an. C'est pour Freud le premier stade de la sexualité. Alors on est là sur une sexualité infantile, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas à un partenaire, qui ne vise pas la reproduction, mais la recherche du plaisir. Et donc qui s'appuie sur toutes ces sensations que ressent le bébé par rapport aux zones corporelles, mais de son propre corps. Donc il ne s'agit pas uniquement et pas principalement de la zone génitale. Et donc ce stade oral, il a sa source dans cette prise de nourriture. C'est là qu'il a vraiment un sentiment de bien-être, de bonheur, quand il a satisfait sa faim et sa soif. Et donc son absorption principale à ce stade-là, elle consiste à ingérer, intégrer et à rejeter. Et la zone érogène, si on peut dire, privilégiée, c'est la bouche. La bouche qui est en lien avec le taureau aussi. Et sa prise de plaisir, elle s'appuie vraiment sur ce besoin qui est de se nourrir, mais qui se prolonge par le fait de continuer à sucer le pouce notamment. C'est-à-dire qu'il va chercher la durabilité aussi. Et là, taureau, signe fixe, on est bien dans j'ai envie de continuer à ressentir ce plaisir. Et donc c'est un plaisir buccal, on va dire, mais qui procure au bébé ses premières jouissances, ses premiers plaisirs. La bouche est une zone érogène. La bouche est une zone érogène, tout à fait. Et donc cette transmission de nourriture, aussi bien physique, donc l'alimentation, que psychique, c'est-à-dire tout ce qui peut venir surtout de la mère ou de la personne qui le nourrit, elle va recréer la symbiose de l'enfant et de sa maman. Et c'est aussi quelque part l'appropriation du sein maternel, puisque par rapport à mettre à la bouche, ça lui permet de se nourrir, mais il va continuer en mettant tous les objets à la bouche. Et c'est sa façon de découvrir le monde à ce stade-là. Et c'est aussi déjà le plaisir d'avoir, de posséder, donc au niveau des objets. Et là, on est bien sur la maison 2, qui est aussi la maison des possessions matérielles notamment. Donc, il est, à travers cette alimentation, à travers ses plaisirs, il est satisfait dans ses besoins quelque part, et ça crée en lui un fantasme de toute puissance, comme si il est persuadé que les choses qu'il vit, c'est lui qui les crée, puisqu'en fait il n'y a pas encore de distinction entre lui et l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle le narcissisme primaire, c'est-à-dire que cette libido, elle est en lien avec le moi, et c'est le moi tout puissant. Donc ce bébé, il est complètement centré sur lui-même. Et d'ailleurs, les premières maisons du zodiaque, eh bien, elles sont donc sous l'horizon, c'est la partie nuit, et c'est le développement personnel. Mais c'est moi, je suis créateur de ça, je m'aime, ça me suffit,
quelque part, c'est une étape qui est nécessaire, puisque c'est s'aimer soi-même, savoir ce qu'est s'aimer soi-même, se donner de l'amour, et à partir de là, après, on peut donner de l'amour aux autres. Donc, ces caresses qu'il reçoit aussi vont fonder son existence. Puisqu'il reçoit des caresses, il existe, et j'ai presque envie de dire, il est digne d'être aimé déjà. C'est la meilleure chose qu'il peut comprendre à ce stade de sa vie. Alors, ça peut être des caresses qui sont aimantes, qui sont bienveillantes, ou ça peut être des caresses qui sont rudes, qui sont froides, des contacts qui peuvent être blessants, qui peuvent être sans amour, voire avec de l'hostilité. Ceci dit, ce sont quand même des contacts. Il vaut mieux, plutôt qu'il n'existe rien du tout, aucun lien, aucune connexion. Là, c'est vraiment être nié, je n'existe pas. Eh bien, il y a ces soi-disant caresses qui vont d'ailleurs impliquer plus tard ce qu'il va rechercher aussi avec notamment un partenaire amoureux. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à sa survie, peu importe la manière dont ça se passe, pas peu importe, disons que ça va induire effectivement la représentation qu'il aura du monde par la suite et ce qu'il va attendre du monde, puisque c'est ce qu'il a eu au début de son existence. Alors il peut y avoir une fixation au stade oral, qui peut s'expliquer soit par le fait que cette période elle a été très heureuse, très longue peut-être, cette durabilité, et du coup on a envie que ça continue, ou inversement, peut-être que ça a été trop court, peut-être que ça a été frustrant, peut-être que le sevrage a été trop précoce, a été traumatisant. Et donc, une fois adulte, la personne peut en garder l'envie de continuer de profiter des plaisirs de la vie, notamment par rapport à la nourriture. Donc ça peut donner boulimie ou alcoolisme. Ou alors, inversement, si cette nourriture a été nocive, dangereuse ou toxique, ça donne de l'anorexie. Et ça souvent dès le début de la vie, puisque le bébé il sent que ce qui vient de la mère c'est dangereux, c'est nocif, donc du coup il refuse aussi le lait maternel, même s'il n'est pas allaité au sein, le lait est en lien avec la transmission de la mère. Et du coup tout ce qui vient de la mère est dangereux, donc je ne prends pas la nourriture, et donc après c'est un comportement anorexique. Et ça peut aussi donner de l'égoïsme, puisque je ne veux rien partager. Je veux cette nourriture, cette mère entièrement pour moi. Ça peut donner l'ambitieux, qui veut tout avaler, gloutamment. Et donc cette maison 2 va nous renseigner sur le contact corporel avec la mère. Donc ça peut être le contact avec le sein, c'est les caresses aussi, c'est ce qui va induire l'idée qu'il est digne ou pas digne, de son point de vue, de recevoir des caresses, d'être aimé et d'être désiré du coup. Donc les planètes en maison 2 vont nous renseigner aussi sur cet aspect-là. Et de là, donc, en découle la relation de la personne avec le corps et avec la nourriture. Donc on est toujours dans la maison 2, puisque la maison 1, c'est le corps dans la physionomie, et la maison 2, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce corps, donc notamment comment je l'alimente. Alors ça implique aussi à cette époque-là un clivage
où l'univers est séparé en deux catégories, où tout ce qui est bon est à l'intérieur et tout ce qui est mauvais est à l'extérieur. Donc tout ce qui est bon est à l'intérieur, ça va donner le narcissisme, et tout ce qui est mauvais à l'extérieur, ça va induire après ces deux comportements au niveau adulte, et bien soit ce qu'on appelle l'introjection, c'est-à-dire qu'en intégrant toutes les expériences de plaisir, toujours sur le taureau, ben ce bébé donc se constitue un narcissisme de base qui est utile, nécessaire à la vie ultérieure. C'est vraiment une reconnaissance de base. Et c'est aussi toutes ces sensations agréables de se nourrir, de contact physique, quelque chose qui fait que tout ce qui est agréable, eh ben, on va vouloir le garder. Et tout ce qui est agréable vient de moi. Il y a ce processus-là, en opposition à la projection, où tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui, tous les défauts que je ne peux pas accepter, eh ben, je les projette à l'extérieur, je les vois chez l'autre. C'est pour ça qu'en général, ce qui nous hérisse vraiment beaucoup chez l'autre, quelque chose qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est intéressant d'aller se poser la question, mais comment ça résonne en moi? Quel lien il y a avec un comportement en moi? Sauf que comme je ne peux pas reconnaître ces défauts, par exemple, en moi, eh ben, je ne vais pas me les attribuer, mais je vais les voir chez la personne extérieure. Donc voilà, deuxième phase, ce bébé, il est alimenté, il est reconnu, en positif ou en négatif, mais il est reconnu. Et à partir de là, une fois qu'il a pu manger, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à explorer le monde autour de lui. Explorer le monde autour de lui, ça vous fait penser à quoi? Les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs notamment, tout ce qui fait partie de la maison 3. Donc c'est les frères et les sœurs, le proche entourage, les voisins, voilà. Et il va observer son environnement. Donc il explore, il expérimente, qui est bien un terme Gémeaux aussi, et il a une curiosité pour tout ce qui se passe autour de lui. Curiosité, on est toujours sur Gémeaux. Donc il va explorer superficiellement et notamment par contact. Il va toucher avec ses mains. Les mains, c'est Gémeaux aussi. Et les mains prennent de l'importance, notamment devant le bébé. Souvent, voilà, on lui fait tourner, on lui montre les mains, on joue avec ses mains pour voir comment le regard y suit. Donc là, c'est un premier lien qui se crée avec ce qui vient de l'extérieur. Et il commence aussi à se tenir assis, à faire des mouvements. Donc tout ça, c'est Gémeaux. Il prend conscience justement du proche entourage, comme je disais, c'est-à-dire des personnes autres que la mère. Parce que dans un premier temps, c'est surtout la mère qui existe. Et il réalise que, progressivement, que le monde existe d'une part en dehors de la mère et d'une part en dehors de lui aussi. Puisqu'il y a là des autres personnages. Donc c'est ce qui va l'aider plus tard à mettre une distance aussi par rapport à la mère, à faire cette deuxième coupure, si je puis dire, du cordon ombilical avec la mère. Et il exprime aussi des sourires, c'est-à-dire en réponse à un sourire qu'il voit, eh ben, il va sourire à son tour. Et le contact avec la mère aussi peut se faire à distance. Et donc c'est un pas qui se profile vers le sevrage et vers l'autonomie.
Il y a aussi ses facultés intellectuelles qui se développent. Donc là, on est sur la maison 3 toujours. Et il apprend surtout par l'imitation. Donc Gémeaux, il va faire comme les autres. Il va imiter ce qu'il voit, il va imiter des gestes, il va imiter des sons. Et il commence à babiller. Ce qui est le début de la communication, donc maison 3 aussi. Alors, par rapport à Freud, c'est justement la période de l'accession à la fonction symbolique du langage. C'est la période suivante. Donc, on est bien dans notre lien avec le déroulement des maisons. Et c'est aussi, après, chez Freud, il y a le stade anal. Donc, le stade anal, c'est de 18 mois à 3 ans. Et c'est ce qui consiste à aller vers l'accession à la propreté. Donc, à travers ça, ça permet à l'enfant de rentrer en contact aussi avec les autres, ses parents notamment. Et il doit faire un effort pour maîtriser ses sphincters. Et il peut prendre plaisir à retenir. Quand il est dans la félicité, quand ses parents le gratifient de ça. Ce qui fait qu'il peut retenir beaucoup, qu'il peut retenir trop même. Et que du coup, c'est ce qui peut donner des comportements par la suite de masochisme. Alors il peut aussi vivre ça comme une obligation. Je suis obligée de retenir. C'est quelque chose qu'on impose à mon corps, que l'entourage m'impose. Et il y répond ou il n'y répond pas. Donc c'est une interaction qu'il a avec son entourage. C'est un moyen qu'il a de communiquer aussi, d'exprimer ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et de réagir aux autres. Donc, un moyen de communiquer, maison 3 aussi. C'est un moyen de contrer déjà ses parents, soit d'aller dans leur sens, de leur faire plaisir par rapport à ce qu'ils veulent, soit de dire non à ce qu'ils veulent. Et donc, il peut en garder l'idée que aimer, c'est ou donner ou recevoir. Et cette fixation à ce stade-là, donc au stade anal, ça peut donner plus tard des adultes qui peuvent être soit obsédés par la propreté, soit au contraire qui n'ont pas d'hygiène. Donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver aussi par rapport à la maison 3. Donc il peut y avoir aussi une attitude d'accumuler des choses, c'est-à-dire je collectionne ou je garde vraiment plein d'objets. Donc je peux collectionner, je peux être avare, ou au contraire, je ne retiens pas, donc je lâche, et en attitude, ça donne je gaspille. Donc cette maison 3, elle nous montre comment l'enfant découvre son entourage, comment il rentre en contact avec les autres, et aussi la façon dont sa parole est accueillie. Alors, stade suivant, maison 4, cancer. On va être à l'âge de 6 mois, là, par rapport à Piaget. Donc les âges de développement de Piaget et ceux de Freud ne sont pas les mêmes, mais on est sur des développements identiques. Donc là, l'enfant, il va faire le lien entre la mère qu'il aime, qui est aimante, et la mère qui déteste. La mère qui est là pour lui, pour ce qu'il a envie, quand il pleure, quand il crie, quand il a faim, elle est là. Et parfois, elle n'est pas là. Donc, il commence à se rendre compte que, aussi, ça lui aide à prendre conscience que la mère n'est pas toujours là, n'est pas toujours disponible pour lui. Et en même temps, il y a la mère qui lui sourit, qui est aimable avec lui, et il y a la mère qui le gronde. Donc elle le gronde, elle le fait attendre, donc ça
ça lui montre une image différente et qui commence à se transformer par rapport à sa mère, qui n'est plus déjà partie intégrante de qui il est. Et au 8e mois, il a suffisamment de représentation mentale pour là découvrir des visages inconnus, des personnes qui viennent en visite chez les parents. Et il va manifester ce qu'on appelle la réaction d'évitement, évitement de l'étranger. Et là, on peut faire un lien avec le cancer, qui a très envie de rester dans son petit cocon, dans son petit clan. Je préfère le mot clan au mot famille, parce que on dit que le cancer c'est la famille, mais ce n'est pas forcément des gens attachés à leur famille, mais attachés à leur petit groupe, à leur petit clan. Et le cancer qui peut aussi rester dans un provincialisme très étroit ou un nationalisme. Donc là, l'enfant qui lui veut connaître et être juste avec les gens qu'il connaît et pas avec les autres. Donc il se rend compte aussi que l'étranger, entre guillemets, cette personne qui arrive, le sépare de sa mère, empêche la relation privilégiée avec la mère. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour pas que l'étranger vienne le séparer de la mère? Il va aller se réfugier dans ses jupes. Il va aller se réfugier dans son nid. Et là, on est bien sur un mode cancer aussi. Et il va tourner le dos à l'étranger. Il va rechercher la sécurité émotionnelle, cancer, chez sa mère. Et il va vouloir mettre une bulle de protection, lui et sa mère, face à l'autre. Donc on est toujours dans cette bulle de dépendance cancer. C'est donc une période de repli, là. Après la phase précédente où il a exploré, où il a découvert le monde, là c'est une phase de repli. Et d'ailleurs, cancer, 4e signe, on est dans un signe féminin. Et aussi, c'est une période au niveau psychologique ce qu'on appelle les premières solitudes, donc où l'enfant se replie plus sur lui. C'est aussi une phase d'angoisse de l'abandon. Alors ce que Mélanie Klein appelle la dépression du 8e mois, puisque angoisse de l'abandon, parce que justement la mère n'est pas toujours là pour lui. Il réalise qu'elle est tantôt présente, elle est tantôt absente. Et donc pour se rassurer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand la mère n'est pas là, il va l'évoquer avec son imagination, cancer, avec des images intérieures. Et ça lui permet d'accéder à cette permanence de ce que les psychologues appellent l'objet, qui définit la mère en l'occurrence. Et donc pour lui, comme elle est présente dans sa tête, elle existe, elle est toujours là. Donc c'est le premier signe d'eau, le cancer. Donc c'est l'eau du liquide amniotique dont il faut justement sortir. Même s'il est né, ce bébé, il est encore complètement en fusion avec sa mère. Et ça présume déjà cette future prise d'autonomie, ce cordon ombilical qu'il faudra à nouveau couper. Donc le fait de se rendre compte que sa mère n'est pas toujours là, c'est un premier pas. C'est le premier passage cancer, où il va se rendre compte que parfois je suis séparée de ma mère. Après, effectivement, il y aura d'autres passages qui font que progressivement, il pourra quitter sa mère. Et notamment, il y a un personnage qui va l'aider à quitter la mère, le père. Et donc c'est pour ça que moi je fonctionne avec le père en maison 4. Alors c'est un gros débat, on ne va pas rentrer là-dedans. J'ai mis une dizaine d'années avant de me clarifier ça, mais pour moi ça fonctionne très bien comme ça. Et effectivement, il a son rôle là dans la maison 4 parce que c'est lui qui vient s'interposer entre lui et la mère quand il joue son rôle de père, effectivement. Donc il y a vraiment besoin
de ce père qui vient couper cette fusion avec la mère. Et il découvre, l'enfant, que le père est une menace, quelque part une menace potentielle. Parce que le père vient aussi accaparer la mère. Et il oblige l'enfant à partager la mère. Donc c'est quand même sa présence qui va l'aider à couper avec cette matrice, qui lui permettra progressivement de quitter cet attachement pour prendre position dans la vie, pour se centrer par lui-même. Maison 4. Maison 4, c'est nos racines familiales, effectivement, mais c'est aussi nos racines personnelles. Et j'ai besoin d'avoir des racines personnelles solides, bien ancrées, pour pouvoir me développer. On est là dans un axe 4-10 où j'aime bien l'image d'un arbre. Et l'arbre, s'il a des racines profondément ancrées, solides et personnelles aussi, il va pouvoir développer ses branches. Sinon, il n'est pas solide. Donc, c'est la maison 4, l'apprentissage de l'éloignement de la mère et cette place prise par le père, qui vont vraiment permettre plus tard à l'adulte de se différencier et d'affirmer justement ses valeurs personnelles, d'établir ses propres bases, de devenir un individu unique, de vraiment se différencier. Et on est bien là sur l'objectif de la maison 4. Ce qu'on peut appeler l'individualisation. Donc le père est le parent qui individualise. C'est vraiment l'archétype de la différenciation. Et quand il y a absence du père, ou quand il y a manque de structure, d'une part, attachement fort à la mère, surtout venant de la mère, qu'elle investit tout son existence, j'ai presque envie de dire, par rapport à cet enfant, ça ne facilite pas cet accès à l'autonomie. Donc à ce stade, les deux parents en fait ont un rôle à jouer. Et la maison 4 représente le père, mais aussi la famille. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les deux personnages. Et la maison 4 va nous parler de la famille d'une manière générale et puis du père. Donc la mère, en permettant, son rôle est de permettre cette prise de distance. Et le père va en assumant sa place. Le père, lui, il a aussi un rôle protecteur et structurant. Structurant, là on est plus sur Saturne, relié aux planètes. Le père est représenté par le soleil d'une part, le père biologique, et Saturne. Saturne, c'est celui qui structure, qui donne les cadres, les normes. C'est normalement le rôle attribué au père. Bon, ceci dit, quand c'est pas le père... de la vie. Comment? De la vie. Ah non, pas forcément. La maison 10. Logiquement. Parce que dans ce que vous dites, étant donné que le père, c'est celui qui structure, c'est Saturne, donc c'est la maison 10. Et puis la maison 4. C'est vrai que c'est un peu... Je ne le relis pas forcément la maison 10. Après, c'est un jonglage, parce que Saturne, Capricorne, maison 10. Mais c'est celui qui structure. C'est des choses différentes. Oui. Donc, je préfère parler vraiment de Saturne. Et ça peut être, c'est vrai que Saturne, on voit souvent le père structurant dans le thème, enfin il donne des indications. S'il est rétrograde, justement, il n'a souvent pas été présent, pas été structurant comme il a été trop, mais ça peut être un autre personnage. Ça peut être la mère qui joue ce rôle, ça peut être un oncle, ça peut être le grand-père. Donc il faut voir qui a joué ce rôle dans la vie de la personne. C'est-à-dire que Saturne ne peut être le même père au soleil, du soleil, et le père structurant peut ne pas être le même. Alors, au niveau du soleil, c'est le père biologique. Celui qui a donné la vie. De Saturne, ils ont dit c'est le père structurant, donc il peut ne pas être le même. C'est le personnage structurant, Saturne. Voilà, donc il sera peut-être différent dans certains cas. Voilà, donc, Ça peut être un beau-père, ça peut être un tuteur, un oncle. voilà. Ça peut être une femme. Ça
Ça peut être une étape. Marat. Ils ont Femme droit qui de fait le Marat. rôle des deux. Oui. Ben, comme par exemple, on trouve Saturne en maison 10. Donc, en fait, c'est, je dis, un rôle structurant de donner des cadres, mais c'est utile dans un premier temps de vie d'avoir des structures, d'avoir un cadre, parce que c'est ce qui donne la sécurité à l'enfant, ça lui donne sa sécurité intérieure. D'ailleurs, un enfant dont l'éducation est très, j'allais dire laxiste, mais très ouverte, très permissive, il cherche les limites, il cherche les barrières, il cherche cette structure saturnienne. Il en a besoin quelque part. Et ça lui aide aussi à cette sécurité intérieure, justement, à développer après sa propre stabilité, ses propres racines et son identité intérieure. Donc par rapport à Freud, eh bien c'est le stade phallique, entre 3 et 6 ans, où le père, justement, apparaît avec son phallus. Son phallus qui est une menace, puisque c'est lui qui vient s'interposer entre l'enfant et la mère. C'est aussi un âge où l'enfant commence à s'intéresser à ses organes génitaux et à la différence entre le masculin et le féminin. Et le père apporte cet élément, le phallus, qui deviendra la zone érogène privilégiée. Et avec cette découverte aussi que le monde est structuré en deux pôles, le masculin et le féminin. Et que pour Freud, c'est vraiment une scission absolue. Il y a d'un côté ceux qui ont le phallus et de l'autre côté ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui sont les castrés. Et donc, pour le petit garçon, lui, ça le fait rentrer en rivalité avec son père. Et en même temps, il peut redouter la castration. Parce que s'il s'interpose en tant que rival du père, le père pourrait le castrer. La petite fille, elle est déçue par la mère, parce qu'on est encore sur ce lien de symbiose avec la mère, puisque la mère ne lui a pas donné le phallus. Donc, elle va se tourner vers le père. C'est également la période oedipienne, donc où le parent du sexe opposé devient l'objet du désir. Et du coup, l'enfant entre en rivalité avec le parent du même sexe. Donc, c'est un vécu qui est encore très ambivalent. Alors, pour le garçon, la mère, elle joue tous les rôles. C'est son objet d'amour primordial et c'est son objet de désir sexuel aussi. Donc, la mère, elle est très très forte. Et il va s'opposer au père qui se met en travers de cette relation qu'il cherche avec la mère, mais en même temps, c'est son père. Et c'est l'homme qui a séduit sa mère. Donc c'est un modèle à imiter. Si je fais comme mon père, je vais séduire ma mère. Alors que pour la fille, eh bien, il y a une relation à la fois d'amour avec sa mère, mais à la fois de haine, puisque la mère, c'est la rivale pour accéder au père. Donc il y a une rupture là, plus rapide, de la relation avec la mère. Et pour la fille, elle doit changer d'objet d'amour, parce qu'elle passe de la mère au père. Elle doit se détacher de la mère. Et donc, elle peut transformer ce qui reste de son amour à la mère, là aussi, en imitant la mère, en faisant comme la mère pour séduire le père. Alors, quand il y a fixation à ce stade phallique, on peut trouver là la relation avec l'homosexualité. Donc, c'est à ce moment-là que ça se joue. Donc, la maison 4, c'est ce stade fondamental qui fait partie, qui fait passer jusqu'à présent les 3 premières maisons, qui étaient des maisons de l'avoir, et ben, à une maison de l'être. Donc, maison 4.
Alors, stade suivant, maison 5 et Lyon. Lyon, et maison 5 aussi, c'est un besoin de reconnaissance. En psychologie, c'est le narcissisme secondaire. On avait avant le narcissisme primaire, ou je m'aime, voilà. Et là, la reconnaissance ne vient plus de moi, elle vient de l'autre à l'extérieur. Donc l'enfant, il a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est. Donc maison 5. La maison 5 nous parle de comment je suis reconnue en tant qu'enfant, comment je suis appréciée, comment je suis, j'ai presque envie de dire, applaudie, puisque c'est dans ses premiers temps de sa vie, quand l'enfant est applaudi, symboliquement ou réellement, par ses parents, par rapport à ce qu'il fait, qui va prendre l'assurance dans sa vie et qui va pouvoir après être en toute confiance dans ce qu'il fait. Et donc la manière dont ses parents vont le considérer, le regard qu'ils portent sur lui, permet ou pas de construire la confiance qu'il a en lui et dans la vie, selon qu'il a été reconnu, qu'il a été encouragé ou qu'il a été considéré comme le vilain petit canard. Donc c'est le stade où l'enfant dit « aime-moi », où il a besoin d'être confirmé dans ses œuvres, dans sa créativité, maison 5. Et s'il est reconnu, ça lui donne un sentiment de bien-être, il est admiré, il est comblé, lion. Donc c'est vrai que le lion, on dit toujours, oui, il a besoin à considérer, d'être reconnu, de se mettre en avant, mais c'est un stade très important et utile du développement. L'enfant a besoin de passer par ce stade de reconnaissance pour acquérir cette confiance. Donc c'est quelque chose d'utile et il va chercher l'attention de ses parents. Il va avoir besoin de leurs encouragements et de leur gratification. Alors, de ses parents, mais on peut l'élargir à l'entourage d'une manière plus générale. Et les félicitations qu'il va avoir par rapport à ce qu'il crée, à ce qu'il fait, vont vraiment être très, très importantes. Et pour recevoir ces félicitations, il va vouloir se montrer sous son meilleur jour. Il va vouloir être aimé, être admiré. Et là, on reconnaît aussi un mode de fonctionnement lion. Le lion qui va agir que quand il est vraiment sûr de lui, sûr d'être reconnu. Donc il peut être égocentrique, c'est-à-dire qu'il veut pour lui être reconnu, mais en aucun cas égoïste. On ne peut pas taxer cette phase de développement lion et le lion en général d'un égoïsme. Au contraire, c'est un signe du cœur. Et là, il est capable d'anticipation à présent. Et donc, pour satisfaire son désir, qui est en l'occurrence un désir de reconnaissance, il va déployer toutes les astuces de séduction pour être reconnu. Donc, cette fixation au stade narcissique, plus tard, chez l'adulte, ça peut induire de l'exhibitionnisme, par exemple, ou du narcissisme. Donc, après être devenu autonome en maison 4, le natif est centré et peut à présent briller dans une position qui est libre, qui est individualisée. Il peut montrer son importance aux autres. Il peut rayonner, il peut sortir de l'anonymat et exprimer vraiment sa puissance créative. Donc ce défi d'être créatif, qui est le défi de la maison 5, représente vraiment l'accomplissement d'un dessein individuel, de mettre notre propre marque personnelle, spécifique. Puisqu'en fait,
la créativité, c'est une œuvre où j'exprime quelque chose qui vient de moi. C'est pas pour un peintre, par exemple, c'est pas une reproduction. J'ai un tableau, une carte postale et je reproduis. Ça peut être très beau, très esthétique, mais c'est pas créatif. C'est pas quelque chose qui vient de moi, qui exprime qui je suis. J'ai même envie de dire quelque chose qui vient de mon âme, enfin vraiment du plus profond de moi. Donc cette reconnaissance primordiale, si elle est accordée à l'enfant, aide grandement après à exprimer cette créativité et à avoir confiance dans la reconnaissance que ça peut avoir. Après la maison 5, maison 6 est vierge. Donc là, on va être sur une croissance personnelle. Donc l'enfant, une fois qu'il a été reconnu en maison 5, il va à présent devoir se libérer du regard parental. Il a été confirmé en maison 5 sur la base de son identité spécifique, maison 4. Il s'est constitué en tant que personne autonome, maison 4. Et s'il a été suffisamment reconnu en tant que cette personne autonome, eh bien, il peut à présent devenir quelqu'un d'autonome. Il peut se définir ses propres limites et accepter celles des autres. Et ne plus être envahi par leurs désirs, leurs émotions, leurs jugements, leurs valeurs, leurs critiques. Enfin voilà, c'est tout le travail de la maison 6 où c'est un travail sur soi-même, où on se définit sa propre ligne de conduite, où on s'améliore, on se perfectionne. C'est la dernière maison sous l'horizon, donc la dernière maison du développement individuel, personnel. Et c'est maintenant le stade du non, mais un non différenciateur. C'est plus le non du jeune enfant pour s'opposer à ses parents, mais c'est non, pour moi, c'est différent que pour toi. Pour moi, les choses sont autrement. C'est pas un non pour s'opposer systématiquement, un non de refus, mais un non pour confirmer ses propres valeurs, façon d'être. Et donc, c'est aussi, pour le jeune enfant, le stade où l'enfant comprend que sa volonté peut être différente de celle de ses parents. Où il a le droit de penser différemment, d'être différent. Et c'est ce qui permet aussi de continuer ce processus d'autonomisation et cette prise de distance par rapport aux parents. Cette coupure avec un fonctionnement familial. C'est en fait l'ultime différenciation, maison 6, avant de pouvoir rencontrer l'autre, après maison 7, l'autre en tant que, justement, qu'être différent. Et donc, c'est vraiment là l'abandon de cette fusion symbiotique avec la mère. Et d'abandonner aussi certains comportements venant des parents, mais qui ne correspondent pas forcément à la personnalité propre. Donc, c'est la séparation vraiment du moi et du non-moi. C'est l'abandon aussi du moi seul, puisqu'il va falloir aller vers l'autre en maison 7. Et donc, il y a là une blessure narcissique aussi. Parce que pour être prêt à rencontrer l'autre en tant qu'être différent, eh ben, il faut se détacher de quelque chose qui est uniquement porté sur soi-même. Il n'y a pas que moi qui existe. Et à bien faire la différence entre moi et l'autre, pour justement éviter après ces projections sur l'autre et rencontrer l'autre sur un pied d'équilibre. On va y revenir en maison 7.
Donc pour Freud, c'est la période de latence. Alors c'est entre 6 et 12 ans. La période de latence, ça veut bien dire que c'est un temps d'attente quelque part. La crise oedipienne, elle s'apaise et il n'y a pas de problématique nouvelle au niveau de la sexualité. C'est une période de calme, de refoulement, de mise en sommeil de l'activité sexuelle. Et il y a aussi encore une immaturité biologique, puisqu'en fait, les interdits parentaux, sociaux, commencent à s'intérioriser. Donc il y a une gestation intérieure, il y a une transformation. Donc on est vraiment là sur ce travail maison 6. L'enfant devient raisonnable aussi. On sent aussi des fonctionnements vierges. Et il n'extériorise pas spontanément là son affection. Il y a une distanciation affective qui est bien en lien avec la Vierge aussi. Cette période est vraiment un des traits caractéristiques, c'est la pudeur. Donc avant, l'enfant n'avait aucune gêne par rapport à la nudité. Il pouvait se montrer nu, ça ne lui posait pas de problème. Que maintenant, il devient très pudique, donc vierge aussi. Alors, ce retrait des désirs sexuels eh bien, permet à l'enfant de se tourner vers d'autres centres d'intérêt. Et du coup, il peut s'investir dans des actions culturelles, il peut s'investir dans le travail, maison 6. Bon, là, c'est du travail scolaire, c'est les apprentissages, la Vierge studieuse. Et cette curiosité intellectuelle se substitue maintenant à une curiosité sexuelle. Et donc, l'enfant a l'impression de devenir plus autonome par rapport à ses pulsions, par rapport à son affectivité, tout comme par rapport à son milieu familial. Donc c'est une phase de latence, comme dit, de transition entre l'enfance et l'adolescence. Tout comme la maison 6 est cette phase de transition entre le développement personnel sous l'horizon et le développement social au-dessus de l'horizon. Alors après la maison 6, donc, commence la puberté, l'adolescence et l'univers des autres, du collectif, c'est le deuxième hémicycle. Donc on n'est plus dans le développement de l'enfant, mais voilà, il y a encore un développement jusqu'à l'âge adulte. En maison 6, donc la balance, la rencontre de l'autre. 7, pardon. Donc maison 7, il y a eu pour l'enfant, résolution, l'adolescent maintenant, résolution partielle du complexe d'Oedipe, ce qui permet de l'ouvrir à un autre champ relationnel, où il peut rencontrer d'autres personnes. Puisqu'en fait, il est temps maintenant de s'ouvrir à d'autres relations qu'à celles de ses parents. Donc il va pouvoir rencontrer et aimer d'autres personnes. Alors il commence à trouver, pour aller vers ça, à trouver des défauts à ses parents. Il a parfois le désir plus ou moins fort de s'écarter d'eux, ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Donc c'est un travail quelque part de meurtre symbolique, où pour se dégager des parents, ben, il est obligé de les détruire, de nier, de dénigrer ce qui vient d'eux et de se détourner d'eux pour pouvoir sortir de ce lien fusionnel et continuer toujours ce travail d'autonomisation. Donc ça lui permet de rentrer dans le monde de l'autre, maison 7, dans un monde qui est extérieur au milieu familial. Et il abandonne donc l'investissement des parents en se tournant vers les amours adolescentes. Il a envie de charmer, de séduire la balance, de s'assurer la sympathie des autres. Il a besoin de communiquer, d'être en lien avec eux,
avec harmonie. Et il peut chercher des personnes qui sont complètement opposées à ses parents. C'est le mode qu'on appelle donc de l'inversion, mais où il n'est pas encore... Je vais un petit peu rapidement parce que l'heure tourne et qu'en plus, voilà, on est vraiment sur l'adolescence. Voilà, c'est la maturité sexuelle. Donc c'est le stade freudien de la puberté, où il y a à nouveau une stimulation sexuelle très intense, maison 8, la sexualité. Et l'adolescent arrive à maturité sexuelle. Il peut à présent avoir des relations sexuelles avec les autres dans le but de procréer. Et donc là, il y a vraiment un deuil d'urgence à faire où il faut vraiment qu'il abandonne son désir primordial du parent du sexe opposé, puisqu'en fait, par la société, c'est quelque chose qui est l'inceste, qui est interdit. Donc de ce deuil du premier amour, il peut vraiment garder une nostalgie de l'identité, de la fusion avec l'autre, de la fusion des désirs à l'autre. Il peut en garder une envie de pouvoir sur l'autre, on est dans le lien scorpion aussi. Et il peut avoir des attitudes castratrices, dominatrices, de jalousie, de possessivité dans ses rapports affectifs. Donc là aussi, la façon dont se passe la séparation avec les parents et ce qu'il y a en maison 8 va nous donner des indications. Dernière maison dont je vais vous parler, maison 9, Sagittaire. Et bien là, on est sur une ouverture de conscience. Maintenant que l'adolescent a normalement fait le deuil de son amour primordial pour le parent de l'autre sexe, et bien il peut s'ouvrir à autre chose, à tout l'univers maison 9, à un univers, une ouverture de conscience, maison 9, à tout ce qui est étranger, à tout ce qui est différent, et à donner un sens à travers ces expériences de rencontres avec d'autres, en voyageant, d'autres sociétés, en allant dans d'autres familles, d'autres morales, d'autres façons de fonctionner. Et ça lui permet, c'est encore un stade supplémentaire où il peut se détacher aussi de tout ce qui vient des parents parce qu'il se rend compte que ailleurs il y a des fonctionnements différents. Voilà, je vais m'arrêter là en sachant que comme tout est cyclique, et à partir de cette maison 9, bien sûr qu'après maison 10, c'est la maturité, Capricorne, c'est l'adulte, c'est l'insertion dans la société, mais c'est aussi un stade avant, tout ce qui se passe avant la naissance. En maison 8, il y a l'acte sexuel, la sexualité, et en maison 9, il peut y avoir fécondation. Et donc tout le développement embryonnaire qu'on retrouve aussi dans ces maisons-là. Ce n'est pas que la dernière maison, comme en astrologie traditionnelle, on le voit souvent, où on voit des indices, mais il y a tout ce développement-là. Et donc, voilà, ça peut faire l'objet d'une autre conférence, mais je m'arrête là. Merci.